Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première activité du Forum Saint-Laurent. Il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Bourbeau. Moi, je suis directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Et l'Université Laval est une des institutions collaboratrices partenaires de ce grand événement du Forum Saint-Laurent, organisé conjointement avec le Cérium de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, excusez-moi, et la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. De l'UQAM. Le Forum Saint-Laurent se tient à chaque année depuis 2015, une année parfois à Québec, parfois à Montréal, mais pandémie oblige, cette année, nous sommes entièrement en ligne et présents à tous les jours de la semaine pour des tables rondes, des grandes entrevues et des panels étudiants, le tout en français. Le thème de cette année, de l'instabilité à la coopération mondiale, solutions pour une nouvelle décennie, c'est dans un monde de plus en plus multipolaire, tenté par le nationalisme et le protectionnisme, ébranlé par la pandémie de COVID-19. Il nous est apparu plus pertinent que jamais de réfléchir ensemble à l'enjeu crucial de la coopération internationale et pour en faire un diagnostic, d'une part, mais aussi, forcément, pour en trouver des solutions. Passons maintenant à la première table ronde de ce Forum Saint-Laurent 2021, intitulée « Entre unilatéralisme et multilatéralisme, quid de la coopération au 21e siècle ». Alors, à l'ère de la pandémie et de l'urgence climatique, qu'il ne faut pas oublier, alors que la coopération internationale est de plus en plus nécessaire pour affronter ou pour comprendre ces enjeux, c'est plutôt l'affirmation de la puissance et de la souveraineté des États qui semble régner à l'échelle internationale. Qu'on décrive la situation comme une crise de l'ordre international ou associée à certaines velléités de certains pays d'asseoir une puissance internationale, le multilatéralisme semble en retrait. Alors, comment réfléchir à cet équilibre entre une réalité d'un unilatéralisme qu'on perçoit et qu'on observe et la nécessité, voire même l'obligation, d'un multilatéralisme à venir? C'est la question que nous allons, ensemble, avec nos partenaires de ce matin, réfléchir et essayer de comprendre. Je vous les présente rapidement. Madame Chloé Pascal, chercheure associée à Chatham House, senior fellow à la Fondation pour la défense des démocraties, chercheur associé à la Fondation Trudeau et chercheur invité au Cérium. Bonjour, Mme Pascal. Mme Alexandra de Hoop-Scheffer, directrice de recherche pour la sécurité transatlantique et directrice du bureau parisien du German Marshall Fund of the United States. Bonjour, Mme Hoop-Scheffer. Et M. Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine. Bonjour, M. Lépine. Alors, je précise à notre auditoire que cet événement est en direct et qu'il peut soumettre des questions au bas de votre écran. Notre modérateur en sélectionnera quelques-uns et je les poserai ensuite en votre nom aux différents panélistes. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers Mme de Hoop-Scheffer. Nous avons demandé aux panélistes une première série d'argumentaires et de présentations d'une dizaine de minutes. Alors, je me tourne maintenant vers Mme Alexandra de Hoop-Scheffer pour une illustration et un exposé sur les relations transatlantiques dans un cadre multilatéralisme et unilatéralisme. À vous. Oui, merci en tout cas beaucoup pour votre accueil et je suis ravie de pouvoir participer à ce forum et puis de célébrer de cette manière aussi la francophonie. Voilà, moi je suis basée à Paris, donc je vous rejoins virtuellement depuis la France. C'est aussi le tout virtuel qui nous permet de démultiplier un peu l'impact aussi de ce type de forum. Je travaille au quotidien dans le contexte de la relation transatlantique. Mon rôle à Paris en tant que directrice du
think tank German Marshall Fund est sans cesse d'essayer de renforcer le dialogue et la coopération entre les États-Unis et l'Europe sur tous les grands enjeux internationaux, que ce soit les enjeux bien sûr sanitaires dont on va parler aujourd'hui, mais également climatiques, géopolitiques. Donc, on traite de tous ces sujets à travers nos 8 bureaux en Europe et puis notre siège à Washington. Et donc, ce sujet sur lequel on m'a sollicité a résonné en moi puisque on travaille bien sûr au quotidien sur ces questions de multilatéralisme, comment répondre aux crises d'aujourd'hui et de demain en coopérant de manière plus optimale entre alliés. Et moi, je tire, et c'est comme ça que je voulais introduire la discussion, et je suis aussi très contente de pouvoir dialoguer avec mes copanélistes et ensuite avec les participants à ce forum. Je tire en gros 3 leçons de cette crise du Covid, et donc permettez-moi de structurer mes quelques minutes introductives autour de ces 3 idées. La première leçon que j'en tire, c'est que bien sûr, aucun pays ne peut se protéger seul. La coopération internationale est absolument essentielle. Et pour moi qui étudie la relation transatlantique au quotidien, je dirais aussi que le leadership américain est absolument indispensable et que le début de cette crise du Covid, pendant toute l'année 2020, donc qui était la dernière année de l'ère Trump, a montré que le leadership américain compte par ce qu'il fait et par ce qu'il ne fait pas ou ne fait plus. Et l'ère Trump a vraiment marqué ce désinvestissement américain de ce rôle traditionnel joué par les États-Unis en tant que chef d'orchestre de la réponse internationale aux crises d'aujourd'hui. Trump a désinvesti les États-Unis de certaines grosses organisations internationales, l'OMS, l'ONU. Et donc, il n'y a pas eu cet effet d'entraînement, ce que j'appelle l'effet d'entraînement du leadership américain. Et donc, la réponse en fait internationale à la crise du Covid a été extrêmement désorganisée. Et finalement, le principe de America First a eu un effet d'émulation à l'échelle internationale, puisque au lieu d'avoir une réponse coordonnée, collective, à travers les instances multilatérales, qu'elles soient formelles ou ad hoc, informelles, je pense par exemple au G20 ou au G7, on a vraiment eu une cacophonie de réponses et de réflexes nationalistes. Je reviendrai là-dessus. L'autre chose dans ce premier point qui me frappe, c'est que le leadership américain, on le voit, est très difficilement substituable. L'Europe, là où je suis, a eu beaucoup de difficultés à s'organiser, en tout cas dans les premiers mois de cette crise, et donc n'a pas du tout pu projeter un leadership à l'international. Mais en revanche, on a eu l'émergence et l'affirmation d'un multilatéralisme à la chinoise, une affirmation du soft power chinois qui a utilisé l'espace laissé par le désinvestissement américain pour affirmer de plus en plus son influence, notamment sur la crise sanitaire. La deuxième leçon que je tire, et si on regarde un peu plus au-delà du temps d'aujourd'hui, c'est que l'on voit de plus en plus émerger et s'affirmer une ère de compétition et moins de coopération à l'international. Et bien sûr, tout s'organise autour de la compétition entre les États-Unis et la Chine, et on voit à quel point cette compétition et parfois confrontation peut devenir une force de blocage au sein des instances multilatérales, et on l'a vu de manière très concrète dans le cas de la réponse à la crise du Covid. Et enfin, troisième leçon, là aussi, si on regarde un peu plus dans l'avenir et en s'appuyant sur l'expérience du Covid-19, on va de plus en plus évoluer dans une ère de crise simultanée. La crise du Covid en est un parfait exemple. Ça a commencé comme une crise sanitaire, ça a très vite été une crise économique, sociale, politique, stratégique, voire avec des effets dans la sphère également sécuritaire et militaire. Et donc, ces crises simultanées de nature diverse, mais qui finalement se chevauchent, doit nous inciter aussi de plus en plus à repenser
notre manière de coopérer à l'international. Et ce que je vois de plus en plus arriver, et on voit Biden est vraiment dans cette tendance, c'est une approche beaucoup plus flexible, beaucoup plus ad hoc de la coopération internationale pour justement répondre également à la nature beaucoup plus hybride des crises auxquelles nous faisons face et nous continuerons à faire face. Donc très rapidement, le leadership américain, puisque c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille au quotidien, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le cas de la crise du Covid, c'est de voir à quel point le défaut de leadership américain à l'ère Trump n'a pas permis justement une réponse cohérente au niveau international. Et je citerai par comparaison la crise du Ebola en 2014, où là, en revanche, on avait vu un président Obama actif, jouant justement ce chef d'orchestre dans la réponse à la crise, capitalisant sur le G20, sur le G7, pour essayer de répondre efficacement à cette crise. Là, on n'a pas du tout vu cela. En revanche, ce que l'on voit avec Biden, c'est effectivement une volonté de travailler davantage ensemble sur ce qu'on pourrait appeler les biens communs, et en premier, bien sûr, la santé et le climat. Et bien sûr, ça nécessite une coopération. C'est les joies de la technologie moderne. Voilà, je pense qu'on est de retour. Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est Ça va? passé, mais comme on le voit, malgré plus d'une année de Zoom, il y a toujours Il n'y a pas de des petites souci. surprises. Voilà, excusez-moi. Mais Allez-y. non, donc je vais poursuivre. Donc je parlais du leadership Exact. américain. Et ce que je trouve très intéressant maintenant sous l'administration Biden, c'est qu'il prend aussi en héritage ce que lui a laissé Trump. Et notamment, moi, ce qui me frappe, c'est de quelle manière Trump, en fait, a profondément changé le débat américain sur la mondialisation, sur la notion de souveraineté. Et d'ailleurs, ça résonne beaucoup aussi en Europe dans le cadre de la crise du Covid, hein, cette notion de souveraineté, comment est-ce qu'on préserve une forme d'autonomie stratégique, notamment dans les domaines clés comme la santé, comme les chaînes d'approvisionnement, notre propre défense. Et la manière dont Biden façonne sa politique étrangère. D'ailleurs, il dit c'est une politique étrangère pour la classe moyenne américaine. Et ça, c'est vraiment une leçon aussi qu'il tire de l'ère Trump, c'est-à-dire comment faire en sorte que le leadership et les engagements des États-Unis, notamment au sein des instances multilatérales, bénéficient directement aux Américains et notamment à la classe moyenne américaine. Donc ça va vraiment continuer. Et l'autre, je dirais, implication du Covid pour les Américains, et on a exactement le même débat en France et en Europe plus largement, c'est la manière dont le Covid a aussi changé notre manière de concevoir la sécurité. Et là aussi, on est contraint d'élargir notre compréhension de ce qu'est la sécurité aujourd'hui. C'est la sécurité sanitaire, c'est la sécurité économique, climatique. Et on voit qu'aux États-Unis, le Covid a accéléré ce que j'appellerais la sortie des États-Unis de l'ère post-11 septembre 2001. Et on le voit d'ailleurs que Biden, en actant le retrait américain d'Afghanistan, en voulant se concentrer sur les gros défis du XXIe siècle, la santé, le climat, mais également le défi que pose la Chine, se positionne vraiment dans cette tendance-là. Sur le deuxième sujet, rapidement, compétition, coopération. Je pense que cette compétition entre les États-Unis et la Chine va continuer à façonner les années à venir. On voit que c'est vraiment l'obsession aujourd'hui des États-Unis de confronter la Chine, notamment sur tous les aspects technologiques, les aspects liés aussi à la désinformation, qui continue d'ailleurs d'opérer, notamment dans le cadre de la crise du Covid. La Chine, comme vous le savez, est aujourd'hui considérée par la diplomatie américaine comme le plus grand test géopolitique du XXIe siècle. On parle dans ce panel aussi des alliances et du multilatéralisme. Une grande préoccupation aujourd'hui à Washington, c'est l'alliance qui se noue de plus en plus entre la Chine et la Russie, qui n'est absolument pas perçue comme une alliance
de circonstances, mais une alliance vraiment fondée sur une approche convergente de l'ordre international et notamment du rôle des États-Unis sur la scène mondiale. Donc cette ère davantage de compétition que de coopération va aussi être un obstacle aux solutions multilatérales et coordonnées face aux défis du XXIe siècle. Et enfin, je conclurai donc en portant un regard un peu sur l'avenir. Je pense que le monde après Covid ressemblera beaucoup en fait à celui d'avant, avec notamment cette discorde compétition États-Unis-Chine, une plus grande difficulté à se coordonner au niveau international, et puis un leadership américain qui sera de plus en plus sélectif. Et dans la question qui était posée sur ce panel, hein, qui essayait de contrebalancer unilatéralisme, multilatéralisme, pour moi, l'unilatéralisme, on recourt à l'unilatéralisme quand on est convaincu que d'agir seul sert davantage vos intérêts que d'agir en concert avec les autres. Et vous agissez de manière multilatérale quand vous pensez que coopérer avec les autres sera beaucoup plus bénéfique que d'agir seul. Et le débat aujourd'hui aux États-Unis, qui est très frappant, c'est celui qui aujourd'hui met dans la balance combien coûte l'investissement aujourd'hui des États-Unis au sein de l'ONU, de l'OTAN, de l'OMS. Qu'est-ce que ça rapporte finalement aux Américains? Et ce débat-là que Trump a véritablement mis en place est toujours présent dans les cercles politiques américains au sein de l'administration Biden et fera que, comme je l'ai dit, le leadership américain sera plus sélectif. Et il sera aussi plus flexible. Je terminerai sur cette idée. On va de plus en plus vers un multilatéralisme à la carte, à géométrie variable. On le voit de manière très claire avec Biden, mais c'est un peu une tradition américaine, c'est pas propre à Biden, avec le choix, par exemple, du Quad, ce format de coopération avec Japon, États-Unis, Australie, Inde, la préférence au niveau européen de choisir le E3, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni pour discuter de sujets géopolitiques et géoéconomiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Biden nous incite, nous Européens, à réfléchir à nos alliances et nos manières de coopérer de manière interrégionale. En nous disant on ne peut pas résoudre tous les problèmes aujourd'hui uniquement via l'OTAN ou l'Euro-Atlantique. Il faut qu'on construise de plus en plus des ponts, des manières de consulter de manière beaucoup plus renforcée entre les alliances transatlantiques et les alliances transpacifiques. Donc, ce que l'on voit de plus en plus, c'est des dialogues, des formats de consultation, de coopération ad hoc se mettre en place entre la zone atlantique et la zone pacifique. Et ça, c'est, je trouve, assez intéressant parce qu'on est amené à réfléchir de manière de plus en plus trilatérale, hein, entre États-Unis, Europe et Asie, et pas forcément toujours dans une idée de contrebalancer ou de confronter la Chine. Au contraire, ici, l'approche française et de manière plus générale européenne, c'est comment faire en sorte de coopérer avec les États-Unis, avec nos alliés asiatiques et parfois avec la Chine sur des sujets qui demandent des réponses collectives. Et ce que j'ai trouvé particulièrement frappant, et je terminerai là-dessus, c'est ce sommet pour le climat qu'a convié Biden il y a quelques jours, donc qui rassemblait 40 pays. Donc là encore, ce n'était pas l'ONU, ce n'était pas un G20, c'était un peu un entre-deux avec 40 pays, mais ce que promeut aujourd'hui l'administration américaine, c'est finalement, ça résonne beaucoup ici en France et en Europe, c'est un multilatéralisme efficace, un multilatéralisme qui donne des résultats. Et on peut voir qu'au cours de ce sommet, Biden a obtenu beaucoup de résultats auprès notamment de pays, des pays gros émetteurs de gaz à effet de serre qui ont rehaussé, qui ont revu à la hausse leurs objectifs de réduction à effet de serre dans les prochaines années à venir.
Donc, je conclurai là-dessus en disant que finalement, après 4 années de Trump, ce que je trouve particulièrement frappant, et on pourra en discuter dans la discussion, c'est que l'on constate à quel point les États-Unis ont conservé leur effet d'entraînement, à quel point le leadership américain continue à avoir cette capacité qu'aucun pays en fait ne peut remplacer, à rallier des appuis, des partenaires, ou à convaincre y compris des pays qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts stratégiques ni les mêmes valeurs, mais ils ont cette capacité à les rallier autour d'objectifs communs, et notamment sur les grandes questions climatiques et potentiellement aussi de la crise sanitaire. Donc je m'arrêterai là-dessus et ravie de participer à la suite de l'échange. Excellent. Ben, je vous remercie. Écoutez, on n'aurait pas pu rêver mieux pour première panéliste et pour un premier lancer d'argumentaire et de prise de position. Il y a énormément avec lequel interagir et dialoguer. Je me tourne maintenant vers M. Lépine. Merci beaucoup. Alors moi, pour résumer un peu ce que je fais dans la vie, je représente le Québec en Chine. On a une vingtaine d'employés ici dans 4 bureaux et nous, systématiquement, ce que nous faisons, c'est de promouvoir le Québec en Chine, donc les exportations du Québec, les meilleures entreprises du Québec, la culture québécoise, les universités du Québec. Et donc, c'est un peu ça qu'on fait. Et moi, j'ai accepté de participer aujourd'hui à notre échange multilatéralisme et unilatéralisme parce que je vais me limiter, mais c'est un énorme sujet, à la perception de la Chine ou qu'a la Chine de ce débat-là. Et je pense que c'est extrêmement important et c'est en plus extrêmement contemporain. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, moi, je dis tout le temps que la politique internationale, c'est la projection de sa personnalité et de son pouvoir. Or, la Chine elle-même est très surprise et est en pleine évolution en ce qui a trait à la perception de sa personnalité et de son pouvoir. Et c'est un peu ça que je vais expliquer dans mon exposé de 10 minutes. Je ne m'attarderai pas tellement à la crise du COVID encore que je vais dire quelque chose de très important quant à la croyance qu'a la Chine ou non au multilatéralisme. Mais je vais vraiment m'en tenir à ce sujet-là et la façon dont la Chine perçoit tout ça. Récemment, d'ailleurs, le président Xi Jinping participait à ce qu'on appelle le Davos d'Asie, à la conférence de Boao, où est-ce qu'il a fait une profession de foi extrêmement intéressante envers le multilatéralisme et la coopération internationale en disant, et je vous le cite, « Nous devons suivre les principes de la consultation systématique, des contributions réciproques et des partages de bénéfices entre nous. » Donc, c'est ce qu'il dit. Promouvoir un véritable multilatéralisme et veiller à ce que le système de gouvernance mondiale soit plus juste et plus équitable. Mais, il ajoute immédiatement après, nous ne devons laisser quiconque dicter les règles ou permettre à quelques pays d'imposer leur vue aux autres ou permettre à l'unilatéralisme de certains pays de dicter les lignes de conduite à l'ensemble du monde. Alors, simplement pour vous illustrer à quel point il y a un double pôle ici, on ouvre la porte à la coopération, mais on dit personne ne la dominera, cette coopération, et c'est vraiment une Chine qui sort d'une confrontation très difficile. Je pense qu'Alexandra en a beaucoup parlé sous le règne du président Trump et qui, ces jours-ci, teste l'arrivée de M. Biden au pouvoir. C'est comme ça, par exemple, que la Chine a accepté de participer au sommet sur le climat, simplement pour aller voir, encore une fois, dans quelle perspective s'inscrivait la nouvelle politique américaine. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu le ton extrêmement difficile de la première rencontre qui a eu lieu entre les États-Unis et la Chine en Alaska, à travers leurs 2 porte-parole des affaires étrangères. On a vu là une tension où est-ce que la Chine, encore une fois, la Chine qui, depuis des années, depuis le début de sa révolution économique, a vraiment essayé de jouer le jeu des grandes organisations internationales, s'est impliqué, principalement en fonction de ses propres intérêts, comme tout pays. Dans l'OMC d'abord, l'OMS, on l'a vu, l'OACI, on a même vu à un certain moment la Chine tenter d'enlever le siège de l'OACI à Montréal pour l'emmener en Asie. Donc, la Chine est allée très loin dans cette expérience-là parce que la Chine, maintenant, voit
l'économie mondiale comme une économie multipolaire. C'est pour la Chine la fin de la domination de l'Occident et la Chine va le rappeler constamment dans ce qu'elle va faire au niveau des instances internationales au cours des prochaines années. Donc, valorisation de la multipolarité de l'économie mondiale et du fait que le système imaginé par les puissances victorieuses de l'après-guerre ne donne plus une juste place aux nouvelles économies émergentes, l'économie de la Chine en particulier, qui est très frustrée par tout ça. Alors, Xi Jinping, quand il arrive au pouvoir, évidemment, va être celui qui va marteler ça. Donc, il arrive au pouvoir en 2012. Il change un peu le style de participation de la Chine au multilatéralisme, aux grandes organisations internationales. C'est vraiment un changement de langage par rapport à l'esprit qui prévalait en Chine et qui venait de l'époque de Deng Xiaoping. Dorénavant, Xi Jinping dit « on dit ce qu'on est et on dit ce qu'on fait », alors que Deng Xiaoping avait toujours dit « gardons la tête froide, maintenons un profil bas, il ne faut jamais prendre le leadership dans le monde, mais viser l'objectif le plus ambitieux en secret quant à nous ». Donc, le langage de Xi Jinping change complètement. On est dans une révolution du langage où ouvertement le président rappelle constamment que la Chine était une puissance mondiale il y a 200 ans, mais qu'elle a perdu et qu'elle a subi 200 ans de colonisation étrangère et que cette période-là est maintenant révolue. La Chine le sait et le dit qu'elle sera très bientôt la première puissance mondiale. On parle maintenant de 2028 et on fait tout pour y arriver. Par exemple, le fameux Made in China 2025 où on veut que la Chine devienne la plus grande puissance industrielle 4.0 de la planète. Donc, la diplomatie chinoise au sein des organisations internationales, au sein des forums internationaux, c'est ce qu'on appelle maintenant la diplomatie des loups guerriers. La Chine défend ce qu'elle veut faire, bec et ongles et avec énormément de moyens. Donc, l'obsession de la Chine, c'est ne plus se laisser contenir. Alors, ça s'est passé avec les États-Unis bilatéralement depuis 4 ans, avec force, mais ça va se transmettre aussi à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça va donner en termes de multilatéralisme et tout ça? Encore une fois, les Chinois ont essayé de jouer le jeu du multilatéralisme au cours des dernières 30 années, au fur et à mesure que la révolution économique se faisait, mais la Chine, qui ne voit pas dans les grandes organisations internationales le reflet des réformes qui devraient se produire pour permettre à des géants économiques comme elle-même d'avoir le même pouvoir que le Japon ou les États-Unis, par exemple, au sein de la Banque mondiale, au sein du Fonds monétaire international. Donc, toutes ces institutions héritées de l'après-Deuxième Guerre mondiale, la Chine les voit d'un œil extrêmement critique, ne leur fait pas confiance. Et donc, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, on est passé à un autre type de stratégie internationale pour compenser un peu le manque d'influence qu'on avait encore au sein des grandes organisations internationales. On s'est lancé dans la création d'une série d'organisations régionales, géostratégiques, extrêmement différentes. Alexandra parlait tout à l'heure de cette espèce de réorientation-là dans le monde, mais comment la Chine le fait-elle? Pourquoi le fait-elle? C'est extrêmement particulier aussi. Les Chinois parlent constamment d'une association régionale unie par une communauté de destin. Donc, en arrivant au pouvoir, quelques mois après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a lancé ce qu'on appelle le BRI, le Belt and Road Initiative. C'est le plan Marshall chinois qui va dépenser au cours des prochaines années au-delà de 1000 milliards de dollars. Pourquoi? Pour créer des passages stratégiques, des routes stratégiques, des infrastructures stratégiques qui vont se répandre partout en Asie, mais jusqu'en Europe et même en Afrique, des couloirs de navigation internationaux que la Chine va tenter de contrôler davantage, de moderniser, mais encore une fois, au nom de ses intérêts principalement. Deuxième initiative importante, en l'espace d'1 an, on a créé la fameuse Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, dont le siège est
nulle part ailleurs qu'à Pékin, auquel le Canada participe, qui est une banque, encore une fois, pour concurrencer la Banque asiatique de développement, où la Chine n'a pas l'influence qu'elle souhaiterait avoir. Donc, investissement massif de ce côté-là. Ensuite, on parlait de l'alliance avec la Russie, création de la nouvelle banque de développement des pays du BRICS, donc la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud. Donc, encore une fois, un nouveau mécanisme. La banque son siège est à Shanghai, comme par hasard. C'est un mécanisme, encore une fois, pour contrer les mécanismes traditionnels issus de Bretton Woods. Ensuite, la Chine vient de se joindre, vient de co-créer ce qu'on appelle le partenariat économique régional global, qui est un partenariat très important, 10 pays de l'ASEAN et 6 pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée et la Chine. Alors, vous voyez un petit peu toute une série de structures que la Chine met sur pied, que la Chine valorise, pour mieux pouvoir et mieux créer un environnement multilatéral dans lequel la Chine va avoir la juste place qu'elle rêve d'avoir depuis extrêmement longtemps. Alors donc, parallèlement à tout ça, il y a une offensive massive de la Chine pour investir à l'étranger, conquérir des places très importantes dans les marchés d'investissement à l'étranger, mobilisation unique, comme on ne l'a jamais vu dans le passé, de tous les Chinois d'outre-mer, qu'ils soient des Chinois nés à l'étranger, de souche très lointaine chinoise, que des citoyens chinois qui vivent à l'étranger, pour les mobiliser en termes de soft power, et encore une fois, de transmettre le message de la Chine, le message que la Chine souhaite transmettre et l'appuyer dans ses stratégies à travers la planète. Donc, ce que la Chine voit dans l'avènement de Biden aux États-Unis actuellement, c'est cette concurrence qui va se faire, parce que Biden a exprimé dès le début de son arrivée, et même avant, qu'il allait renouer avec le multilatéralisme, avec les alliances. Donc, on va voir au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, une sorte de test de tout ça, mais probablement aussi une concurrence de la politique étrangère chinoise avec la politique étrangère américaine pour créer des zones d'influence qui vont être extrêmement importantes. Le problème de la Chine dans son discours, et je vais terminer un peu là-dessus parce que j'aurais bien d'autres choses à dire, mais le problème de la Chine dans cette stratégie qu'elle met en place, ce nouveau langage, c'est probablement ce que j'appelle les faiblesses de l'argumentaire chinois. Les gens qui observent la Chine se comporter de façon beaucoup plus active à l'échelle de la planète, nouer des nouvelles alliances, créer de nouvelles alliances stratégiques. La Chine, les gens qui observent tout ça, par exemple, ont pu observer que même si la Chine offre ses services pour aider les populations de la planète à contrer la COVID, la Chine n'a pas permis à l'OMS, n'a pas permis au monde scientifique de la planète de savoir et de connaître quelles étaient les origines de la crise qu'on connaît aujourd'hui, de la pandémie. Il y a une délégation de l'OMS de haut niveau qui est venue, des scientifiques, et ils n'ont rien pu savoir des origines de la pandémie en Chine. Donc, transparence, manque de transparence, première. Dans le cadre de la fameuse Belt and Road Initiative et des milliards que la Chine a investis jusqu'à maintenant, énormément de déception là aussi, énormément de faiblesse dans l'argumentaire chinois où la plupart des grands prêts ou des grands investissements qui ont été faits l'ont été faits de façon au bénéfice presque exclusif des Chinois, où les Chinois forcent l'engagement de leurs propres travailleurs dans les méga chantiers qu'ils développent partout en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Et donc, une sorte de... dans la fameuse phrase que je lisais tout à l'heure de Xi Jinping disant « contribution réciproque, partage des bénéfices », ce n'est pas la perception actuelle dans la plupart des pays qui ont bénéficié du Belt and Road Initiative. Le comportement de la Chine en mer de Chine est aussi extrêmement significatif de cette volonté de la Chine hégémonique et à quel prix de contrôler son environnement immédiat. Vous connaissez toutes ces histoires qu'on entend encore récemment
un récif philippin a été envahi par 220 bateaux chinois, bateaux de pêche chinois. Il y a eu énormément de tensions pendant quelques jours. Il y a constamment un harcèlement de la Chine pour contrôler des territoires contestés entre le Japon, les Philippines, le Vietnam, au niveau de la mer de Chine. Manque de transparence, là encore une fois, manque de respect des accords internationaux et des modes de résolution des problèmes. Je ne parle pas de la question de Hong Kong, je ne parle pas de l'enjeu de Taïwan, qui sera extrêmement délicat au cours des prochaines années, mais regardez la crise sino-canadienne, enlèvement systématique d'otages pour régler un problème politique entre le Canada et la Chine, les deux Michael qui sont détenus en Chine de façon complètement contraire aux conventions internationales. Donc, il y a, à travers toute cette vision de la Chine, de son implication dans le monde et sa vision du multilatéralisme, beaucoup de questions qui sont posées. Ma conclusion, c'est la Chine va devenir très bientôt la première puissance mondiale. Elle voit le monde, elle voit le multilatéralisme avec sa propre perspective. Quelles sont ses valeurs au moment où elle se projette déjà comme la puissance qui va changer la façon dont le monde est gouverné? Et ça ouvre le débat qu'on va avoir, j'imagine, entre nous. Excellent, je vous remercie beaucoup. Encore là, une deuxième présentation riche d'argumentaires et d'éléments de conversation. Je me tourne maintenant vers Mme Pascal. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici parmi vous, puis d'avoir eu la chance d'entendre ces deux présentations très utiles, intéressantes. Et merci beaucoup, M. Lépine, de nous représenter en Chine. Vous savez vraiment de quoi vous parlez. Puis, personnellement, je suis très heureuse que c'est vous qui soyez là. Moi, je travaille un petit peu partout au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi, au Canada, à Surrey, à Montréal aussi. Puis on vient juste de compléter avec Chatham House à Londres un projet de 2 ans pour on a fait une enquête sur exactement ce que M. Lépine a mentionné, les perceptions de ce qui se passe dans la région de l'Indo-Pacifique de la point de vue de 7 pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, le Tonga, qui est un petit pays en Océanie, et le Japon puis le Chine. Puis c'était surtout pour comprendre comment eux, ils voient leur perception de changement stratégique dans l'Indo-Pacifique dans les prochains 4 ou 5 ans. Puis comment ils pensent leurs relations vont changer avec les 6 autres pays pendant cette période-là. Alors, on a voyagé à chaque pays. On a fait ça on était en Japon en mars 2020, juste à la fin. Les derniers vols partaient, puis on était dessus. Puis là, on a suivi ce qui se passait pendant l'année de COVID pour voir qu'est-ce qui a changé à cause du COVID. Alors, je vais vous parler juste un tout petit peu du monde qui était là. Ça fait 1 an et demi, puis comment ça a changé avec COVID. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les 6 pays, dit-on, occidentaux, avec le Japon puis le Tonga? Il y avait 3 choses qu'on trouvait dans tous les pays. Un, c'était qu'il y avait beaucoup de divisions internes envers comment gérer la Chine. Alors, le côté qui était plutôt côté politique puis économique, ce côté-là, il voulait plus d'engagement avec la Chine, plus d'investissement, plus d'engagement politique multilatéral, des choses comme ça. Mais le côté qui était plutôt défense, intelligence, sécurité, se méfiait beaucoup de la Chine. Puis, il ne voulait pas avoir plus d'engagement. Puis, cette division interne créait une situation où est-ce que il y avait beaucoup de concurrence pour les décisions. Chaque décision, comme est-ce que Huawei va être permis de rentrer dans le pays, par exemple. Ça, on le voyait un petit peu partout. La deuxième chose qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans ce qui se passait dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui se passait avec les élections aux États-Unis? Qu'est-ce qui allait se passer avec Brexit? Puis, cette combinaison de division interne et incertitude, le résultat, c'était il y avait beaucoup en anglais, on dit hedging. Je pense, en français, je ne sais pas exactement c'est quoi le mot, mais
c'était que les pays ne voulaient pas faire de grandes décisions. Ils voulaient continuer l'engagement économique avec la Chine, mais ils voulaient aussi avoir la sécurité qui était offerte par les États-Unis. Là, le COVID est arrivé, le monde a changé d'une manière qui n'était vraiment pas prévue. Puis en même temps, la deuxième chose qui est arrivée avec le COVID, c'est qu'on a vu une augmentation d'agression chinoise. Ça, c'était inattendu. Puis si la Chine aurait réagi à la situation extrême de COVID d'une autre manière, je pense que les choses auraient été différentes, mais ce n'est pas la manière que la Chine fonctionne, comme M. Lepine a mentionné. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le monde était vraiment dans une situation assez sévère économiquement, puis de beaucoup d'autres manières. Et la Chine a utilisé l'ouverture pour essayer de prendre plus d'avantages militaires. Et une chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont attaqué l'Inde. Et il y avait un conflit sur la frontière, dans les Himalayas. Et 20 militaires indiens ont été tués par les Chinois. Puis ça a complètement changé la mentalité en Inde envers la Chine. C'était plus possible en Inde d'être pro-China. C'était impossible. Alors, puis l'Inde, c'était toujours le pays qui était un pays pivot stratégiquement. Il y avait des relations avec la Chine, avec la Russie, avec l'Ouest. Puis cet événement-là du 20 juin 2020 a complètement changé l'équilibre. Puis ensuite, quand l'Australie a demandé pour une enquête sur d'où vient le COVID, la Chine a mis des tarifs extrêmes sur l'Australie. Puis ça a changé beaucoup aussi les perceptions en Australie de comment les relations avec la Chine évoluaient. Alors, dans cette période-là de peut-être 6 mois, il y avait des changements qu'on ne pouvait pas prévoir. Et il y avait des ententes qui ont été signées très, très vite. Puis qu'est-ce qu'on a vu développer très vite encore dans cette année COVID? C'est, par exemple, comme il a été mentionné, le Quad. Puis le Quad, c'est les États-Unis, l'Inde, l'Australie, puis le Japon. Puis au début, c'était vraiment une entente stratégique, mais dans les dernières années, les ententes entre chaque pays militaire en termes de logistique, puis partage d'intelligence, tout ça, a vraiment augmenté d'une manière inattendue. Alors, on a vu, par exemple, le Malabar exercice militaire avec les 4 militaires en Inde, dans les eaux autour de l'Inde, qui faisaient des démarches qui étaient vraiment un message d'unité assez profonde. Alors, qu'est-ce qu'on a vu après cette année de COVID? C'est que les divisions internes ont changé d'équilibre. Le côté politique et économique, leur voix est devenu plus petit. Puis le côté défense, intelligence, sécurité est devenu plus fort. Puis les pays se méfient beaucoup plus de la Chine. Puis quand ils se méfient beaucoup plus de la Chine, ils se regroupent beaucoup plus. Et en même temps, ces incertitudes qu'on a vues avec les élections, puis Brexit, c'est passé. Il y a moins d'incertitudes maintenant. Puis l'argument pour engager avec la Chine, c'était surtout économique. Puis puisque l'économie mondiale a été tellement attaquée par le COVID, ça a permis d'autres décisions économiques à être faites. Pardon, je m'excuse pour le français. Alors, on a vu des choses comme le Supply Chain Resilience Initiative, qui était une entente entre le Japon, l'Australie puis l'Inde, pour trouver d'autres manières de faire des procurations de
d'éléments importants. On a vu les États-Unis utiliser le Defense Production Act pour ramener de la production aux États-Unis. On a vu des choses qui n'étaient vraiment pas possibles, ça fait 1 an. Alors, il y a eu un changement dans l'année COVID qui a permis, je dirais, un changement de focus de l'Atlantique à l'Indo-Pacifique pour vrai. Là. Puis aussi, je dirais, comme a mentionné Mme de Hoop-Schaefer, il y a l'importance multilatérale, mais il y a aussi une importance croissance des alliances. Puis ce n'est pas la même chose du tout. Puis les alliances qu'on voit sont surtout militaires puis stratégiques, comme le Quad. Mais là, le Quad commence à voir que la manière que la Chine s'engage, comme M. Lepine a mentionné avec le BRI, c'est beaucoup économique. Alors, pour avoir une défense stratégique, il faut avoir un parti qui est économique aussi. Alors, on a vu avec la première rencontre multilatérale de Biden, c'était avec le Quad. C'était avec Modi en Inde, puis Morrison en Australie, puis Suga au Japon. Virtuel, mais c'était avec eux. C'était ça la décision. Ça, c'est notre engagement le plus important multilatéral. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est on va travailler ensemble non seulement sur les choses stratégiques, mais sur les vaccins, sur des technologies émergentes, sur le changement climatique. Alors, ils utilisent la base d'alliance pour créer une définition de la défense qui engage des parties économiques aussi en même temps. Alors, puis on voit ça dans plusieurs secteurs. On a vu le Blue Dot Network, qui est une initiative de certification de normes d'infrastructure avec les États-Unis, le Japon puis l'Australie. Alors, on voit ces sortes de petites choses qui se développent, mais surtout dans le cadre de l'Indo-Pacifique. Alors, si tu es basé en Europe, tu peux sentir que tu es abandonné un peu, puis que les années Trump, c'était vraiment des années où est-ce qu'il n'y avait pas d'engagement et tout ça. Mais si tu es dans l'Indo-Pacifique, les années Trump, c'était très bon pour toi comme pays. L'engagement entre les États-Unis puis l'Inde, les dernières 4 ans, puis surtout dans l'année COVID, la croissance était énorme. Ils ont signé 4 ententes de défense qui étaient très importantes, puis qui a complètement changé la situation stratégique, surtout dans l'océan Indian Ocean, mais l'Indo-Pacifique aussi en tout. Alors, juste pour dire que de la façon qu'on a vu avec notre recherche, c'est que le changement qu'il y a eu dans la dernière année, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'intégration entre les pays de la Quad sur le côté de l'Indo-Pacifique. Puis il y a d'autres pays qui s'intéressent beaucoup à se joindre, comme la France, par exemple. Même le Canada. Le Canada a fait un exercice anti-sous-marin à Guam en mars avec le Quad. C'est le Quad plus le Canada, c'est la première fois que ça s'est passé. Alors, oui, il y a qu'est-ce qui se passe avec le UN, l'ONU, tout ça, mais en même temps, il y a ces sortes d'engagements assez profonds, puis avec de l'argent, puis avec de la puissance militaire qui se développe. Puis ça a commencé avec Trump, puis ça continue avec Biden. Alors, je pense que M. Lepine a mentionné le Bretton Woods, puis on était, en 1941, les États-Unis puis le Royaume-Uni ont signé le Charte de l'Atlantique, qui était la base pour qu'est-ce qui allait se passer après la guerre, incluant Bretton Woods. Puis là, il y a des stratégistes, par exemple en Inde puis en Japon, qui parlent peut-être d'une charte de l'Indo-Pacifique pour créer une autre sorte d'engagement qui est basé sur l'Indo-Pacifique. Alors, le poids change. Puis je pense que ces changements ont été accélérés par le COVID. Puis ils vont continuer, surtout parce que la Chine n'arrête pas son agression. Alors, le plus que la Chine pousse, le plus que les autres pays vont se rajouter.
Alors, c'est ça que je vois que vers la direction se met. OK, merci. Excellent, merci. Fascinant. On a énormément de matériel pour discuter. Moi, je vous lance 2 questions rapidement à tous et chacune. Je vous vois tous à l'écran, et donc soit que vous me faites un signe visuel avec votre propre main ou vous utilisez la main virtuelle pour me signaler que vous voulez intervenir en ordre. Mais ce qui me fait penser qu'à l'École supérieure d'études internationales, on a organisé en mai-juin 2020 une école d'été sur les pandémies, duquel va sortir un bouquin sous presse maintenant. Mais un des chapitres pose exactement une des questions sur lesquelles vous avez discuté. Est-ce qu'il y a plus ou moins de coopération? Est-ce que l'enjeu de la pandémie, des pandémies historiquement, mais particulièrement celle de COVID, a suscité des esprits de coopération entre les États ou pas? Je serais curieux de vous entendre parce qu'une des conclusions de ce chapitre de Sarah Davis, c'est de dire, bien, écoutez, ce n'est pas nécessairement binaire, cette réponse-là. Il y a des zones grises et ça me fait... Et je fais un rappel avec le commentaire d'Alexandra Hoop-Scheffer sur cette lecture de Biden au multilatéralisme efficace. Et j'aimerais entendre un peu à la fois M. Lépine et Mme Pascal sur si jamais cette lecture-là s'avère vraie, si on bouge vers ce multilatéralisme efficace, quelles sont les conséquences, à la fois peut-être pour la Chine, mais peut-être pour l'Inde également, et est-ce que c'est réel, cette transition vers le multilatéralisme plus officiel, plus institutionnel, vers un multilatéralisme qu'on pourrait dire plus efficace ou ponctuel peut-être, par enjeu, si on veut le pousser plus loin, première question. Deuxième question, j'aurais envie de vous entendre sur, en fait, je veux rebondir sur un des points de M. Lépine et Mme Pascal. Est-ce que traditionnellement, on a constamment parlé de relations internationales depuis très longtemps. Est-ce qu'en réalité, ce ne serait pas plus juste et ajusté, d'une certaine façon, de parler de relations interrégionales? Est-ce que c'est des blocs régionaux maintenant qui font le multilatéralisme? Est-ce que c'est toujours des relations internationales ou est-ce que c'est des relations interimpériales qui se dessinent dans l'avenir des prochaines années à venir? Alors, je m'arrête ici, je vous lance ces pistes de débat ou de discussion. Libre à vous de réagir à ces 2 points-là ou de réagir aux propos que vous avez entendus précédemment. Alors, on peut peut-être commencer avec Mme Hoop-Scheffer ou M. Lépine. Allez-y, M. Lépine. Il n'y a pas d'ordre préétabli? Non, moi, je vais y aller très rapidement. Je pense qu'en préparant ça, en réfléchissant à ça, en revoyant toute la position chinoise, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort. C'est l'échec des structures traditionnelles du multilatéralisme et donc une volonté de la part des États, on l'a très bien expliqué chacun d'entre nous, en fonction de leurs intérêts, de réorienter toutes ces actions-là et même de créer de nouvelles structures plus souples, peut-être plus... Et puis, c'est le reflet de quelque chose dont on ne parle pas assez, même au sein de nos gouvernements. Quand je parle de la multipolarité de l'économie, de la puissance économique de l'Asie est très souvent négligée par l'Occident, par nos politiciens occidentaux, par nos gouvernements occidentaux. Comment on va rééquilibrer tout ça dans les institutions traditionnelles ou dans les institutions qu'on va créer justement parce que ces régions-là ont besoin d'institutions pour être efficaces. Et puis la dernière chose, je répète, moi, d'abord, je pense qu'on a une crise mondiale de gouvernance face au COVID. Chacun a fait en fonction de ses intérêts. Et l'OMS a été complètement, à mon avis, impuissante dans tout ça. Et je reviens à ça, l'illustration la plus grande, c'est le fait que cette pandémie est née en Chine et qu'on n'en connaît pas encore aujourd'hui les causes. Et la Chine n'arrête pas de dire à travers le monde, nous sommes là pour vous aider. Et puis, ça se limite à ça. Et l'autre action de la Chine dans ce cadre-là, c'est de vendre ses vaccins. Ça, c'est complètement une autre chose. Oui, peut-être quelques mots pour compléter. Et merci pour les questions
particulièrement stimulante. Non, votre première question sur effectivement les alliances, le multilatéralisme efficace, les alliances ad hoc, ces questions-là, moi, ça me rappelle beaucoup en fait l'ancien secrétaire à la défense américain, Donald Rumsfeld, au moment de la guerre en Irak, sur laquelle j'ai fait ma thèse doctorale il y a maintenant quelques années, mais qui disait c'est la mission qui définit la coalition. C'est la mission qui fait la coalition. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est des Très coalitions. Alors, intéressant. pour, comment? Très intéressant, ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on voit de plus en plus enfin, que c'est en fait soit la proximité géographique de pays, donc typiquement des partenaires asiatiques, ou par exemple en Europe, les pays dits du flanc Est, là, la Pologne avec les États baltes qui se rassemblent dans des formats de coopération ad hoc, hein, pour ensemble essayer de trouver des solutions face à un défi commun. Donc c'est la proximité géographique, mais c'est aussi, je dirais, les enjeux communs qui font qu'aujourd'hui, des pays se rassemblent. Alors moi, je ne parlerai pas de blocs, mais se rassemblent dans des alliances, des coalitions flexibles, ad hoc, pour répondre de manière sans doute plus efficace, de manière plus régionalisée aux défis auxquels ils font face. Et en fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ne va pas détruire des institutions multilatérales plus formelles, l'ONU et d'autres instances. Ça peut être des formats complémentaires, voire même éventuellement amener des coalitions ad hoc à une échelle plus élevée au niveau des instances multilatérales. Mais je pense qu'on est vraiment là-dedans et ça rejoint ce que j'ai dit en conclusion, que ça reflète aussi l'hybridité, l'aspect hybride des crises auxquelles on fait face. Et donc, il n'y a pas une seule instance qui permet de répondre aujourd'hui aux crises, mais davantage créer des liens. Et ça me permet de répondre à votre deuxième question, des liens interrégionaux ou des liens transrégionaux pour justement éviter une logique de bloc, parce qu'une logique de bloc nous amènerait un peu à un esprit de guerre froide, hein, finalement, où il y aurait un bloc occidental contre la Chine ou autre. Et ça, je pense que à la fois l'administration Biden, mais aussi également nous, Européens, on souhaite absolument éviter. Et donc, le fait de créer des synergies entre les différentes régions permet justement de ne pas tomber dans cet esprit de guerre froide. Et pour donner un exemple très concret, moi, ce qui me frappe, c'est le Japon notamment, parce que le Japon n'a aucune envie ni de totalement s'aligner sur les États-Unis, ni surtout pas de trop se contrarier avec la Chine, dont elle dépend d'un point de vue commercial, économique. Et typiquement, d'ici quelques jours, pour vous donner un exemple concret, on va avoir un exercice donc, militaire entre les États-Unis, le Japon et la France, parce que la France en particulier est considérée d'un point de vue japonais comme un allié important, un allié avec lequel d'ailleurs elle partage la même vision non conflictuelle, non confrontationnelle de l'Indo-Pacifique, alors que les États-Unis ont tendance à aller davantage dans la confrontation avec la Chine. Et ça, c'est typiquement quelque chose que le Japon, mais aussi que d'autres puissances régionales souhaitent éviter. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de la part des puissances régionales, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, une volonté de coopérer de plus en plus avec des acteurs autres que les États-Unis et autres que la Chine. Et c'est là où des puissances européennes, comme la France, mais aussi le Royaume-Uni, qui a une présence aussi, y compris militaire dans la région, sont des partenaires intéressants pour des pays comme le Japon. Donc c'est pour ça que moi, je ne vois pas vraiment une logique de bloc, et je pense qu'en tout cas, on souhaite éviter cette logique de bloc, mais au contraire, créer des synergies, des ponts de coopération entre ces différentes alliances euro-atlantiques, transpacifiques. Et on va de plus en plus, à mon avis, dans cette direction, et je vois ça plutôt comme une évolution positive. Euh, merci. Merci. Juste pour mentionner la manière de laquelle les choses changent très, très vite avec le Japon. La première leader international qui est venu à la Maison-Blanche, c'était Suga.
Puis ils ont fait une déclaration sur le Taïwan. C'est la première fois en 50 ans que le Japon mentionne que la défense du Taïwan est importante pour le Japon. Et il faut mentionner que le Japon a des bases militaires américaines énormes sur le Japon. Puis on voit le Japon qui se relie beaucoup avec ses autres engagements économiques que la Chine. 2 ou 3 mois après le COVID a débuté en mars, le Japon a annoncé un fonds de millions de dollars pour que les entreprises japonaises sortent de la Chine. Alors, le Japon, oui, il veut continuer l'engagement avec la Chine, mais il sait que c'est un problème. Puis comme je mentionné, on est allé à 7 pays, puis on a demandé les mêmes questions à 7 pays. Puis une des questions qu'on a demandées, c'était si ils pensaient, puis c'est les communautés stratégiques, on a travaillé avec des autres think tanks. So, par exemple, en France, on a participé, c'était l'IFRI qui nous a aidés pour trouver les gens à qui parler, puis à faire la table ronde. Puis une des questions qu'on a demandé, c'est que est-ce que vous pensez que je ne sais pas c'est quoi en français, UNCLOS, UN Convention on the Law of the Sea. C'est quoi en français? Peut-être Mme de Hoopshaper le sait en français. Oh, pardon, M. Lepet? C'est la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Oui, merci. Oui. Puis c'est très important parce que c'est la loi internationale qui garde que la situation soit calme. Alors, on a demandé s'ils pensaient que cette convention allait être en force, être respectée dans l'année 2024. Tous les pays, sauf la Chine, ont dit, c'est une question stupide, bien sûr, la Chine, il n'y avait pas une personne qui a dit oui. Pas un. Ils sont pas, leur mentalité, c'est complètement différent. La façon de la manière qu'ils se voient, comme M. Le Pen a mentionné, il faut vraiment le comprendre parce que ce n'est pas juste un autre pays. C'est un pays en expansion avec un militaire. Ils mettent 4 bateaux militaires dans l'eau pour chacun des États-Unis. C'est une expansion énorme. Puis l'autre question qu'on a demandé, c'est que est-ce qu'ils s'attendaient à avoir un conflit kinetic, c'est-à-dire comme où est-ce qu'il y a quelque chose de violent qui se passe avant 2024 dans la région de l'Indo-Pacifique. Tous les Chinois ont dit oui. Ils se préparent pour le conflit. Alors, si nous, on ne comprend pas cette perception, peut-être que ce n'est pas la réalité, mais c'est leur perception, on va avoir un problème. Puis aussi, avec cette question de qu'est-ce qui s'est passé avec les vaccins, qu'est-ce qui vient juste de se passer en Inde, c'est très intéressant. C'est une catastrophe en Inde en ce moment. Là. Cette situation a été très, très sévère. Mais avant, l'Inde produit beaucoup de vaccins, comme AstraZeneca, il produit en Inde, par exemple. Puis l'Inde faisait la diplomatie de vaccins. Puis a donné plus que 70 millions de doses de vaccins aux autres pays gratuitement. Alors, ça, c'est pas une situation où est-ce que tout le monde fait ce qui est bon pour eux d'une façon très limitée. Il veut créer des liens, puis il veut montrer au monde qu'ils ont des choix. C'est pas juste la Chine ou les États-Unis, il y a d'autres choix aussi. Puis le résultat, c'était quand l'Inde était en crise, puis il est vraiment en crise maintenant, il y avait beaucoup de pays partout dans le monde qui est venu l'aider, incluant les États-Unis. Les États-Unis ont envoyé plus que 100 millions en aide. Ils envoient des hôpitaux militaires en Inde qui viennent des bases dans le quartier. Puis c'est pas une situation de vaccin, ils ont besoin de l'oxygène, des choses vraiment de base. Alors, c'est pas aussi utilitaire que ça de l'air. En fait, il y a des relations qui sont en train de former, qui sont assez profondes. Puis, une des raisons que les États-Unis ont réagi de la manière qu'ils ont réagi, c'est qu'ils savaient que c'est important pour le Quad, pour une raison stratégique, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'Indo-Américains qui ont beaucoup de liens politiques. Ils donnent beaucoup d'argent, ils sont très impliqués dans le monde politique. Vice-président Harris et moitié, sa mère vient de l'Inde.
Alors, ça, c'est des liens qui ne vont pas disparaître. Alors, pour moi, c'était une indication très importante que l'administration Biden-Harris vont continuer les relations avec l'Inde, puis vont le mettre en priorité d'une manière qui est très, très profonde. Puis ça c'est possiblement un axe stratégique et économique qui peut vraiment changer les choses. C'est pas régional, c'est basé sur des valeurs communes, des intérêts communs, puis des ennemis communs. Excellent, merci. J'aimerais faire le pont sur ce point-là et demander à M. Lépine et Mme Hoop-Scheffer de réagir un peu sur cette présidence Biden, exactement dans les termes que Mme Pascal vient un peu de l'exposer. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce qu'il y aura un non-impact? Quelle est un peu votre perception, votre lecture de la présidence Biden? Mais avant de me diriger vers vous, on commence à recevoir les questions du public. Je veux juste simplement envoyer un peu le message que par contre, à l'écran, moi, je ne vois pas la question au complet et donc je ne peux pas vraiment me retourner vers les gens pour poser la question. Mais je passe la parole à M. Lépine ou à Mme Hoop-Scheffer dans l'ordre, mais en réaction à cette présidence Biden. Ben moi, je vais répondre très rapidement parce que je ne suis pas un expert de l'administration américaine et de la nouvelle administration et j'ai simplement dit ce que j'avais vu de la perception de la Chine. Je pense que la Chine teste parce que la Chine a énormément de contentieux avec les États-Unis. On l'a vu, les 4 dernières années ont été extrêmement difficiles. Donc, il y a un test là qui se fait. Encore une fois, ce que la Chine ne veut pas, c'est la stratégie qui était celle de l'administration américaine d'essayer de contenir la Chine, donc d'essayer de ralentir son accession à ce qu'elle veut atteindre. Et donc, je pense qu'il se dessine du côté de l'administration américaine une attitude différente, où est-ce qu'on veut, et ça, il y a beaucoup de courants diplomatiques dans le monde dans ce sens-là face à la Chine, où on veut dire à la Chine oui à toutes sortes de relations qui sont perçues par nous deux comme étant positives, mais on se garde quand même le droit d'être critique face à des politiques qui ne répondent pas à nos valeurs. Donc, qu'est-ce que ça va donner tout ça dans la réalité? En tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup moins sous l'égide de la confrontation pure, mais on l'a vu. Je pense que Chloé et Mme Alexandra l'a dit aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'alliance. Et on voit que les États-Unis essaient de recentrer sous l'administration Biden leurs alliances, justement pour répondre à leurs priorités à l'échelle du globe. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que met en place Biden et de manière moins confrontationnelle effectivement que Trump, c'est une diplomatie flexible avec la Chine. On voit qu'il applique la même formule finalement avec la Turquie ou des alliés plus compliqués comme la Turquie, la Russie et la Turquie, c'est-à-dire à la fois d'essayer de coopérer, et on le voit avec la Chine sur certains sujets sur lesquels la voix et la coopération de la Chine est absolument indispensable. On l'a vu sur le climat, mais également sur les pandémies et puis d'autres sujets. Et puis en même temps, ne pas hésiter à confronter la Chine, notamment sur la question des droits de l'homme, et toujours avec le même souci de travailler avec les alliés des États-Unis sur cette question. Et on a vu notamment des sanctions américaines, européennes être prises de concert sur la question des Ouïghours ou de Hong Kong. Donc il y a une volonté de ne pas paraître toujours comme la seule puissance qui confronte la Chine sur la question des droits de l'homme, et que c'est bien une cause qui est portée aussi par les plus proches alliés des États-Unis. L'autre, je dirais, un peu leitmotiv que l'on entend de plus en plus venir de l'équipe de Biden, et notamment je dirais, de ceux qui réfléchissent à la politique américaine vis-à-vis de la Chine, c'est que Washington vaut aujourd'hui une compétition dite stable avec la Chine, a stable competition.
ce qui n'est pas évident à, à gérer, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la volonté, c'est de ne pas tomber dans une espèce de guerre ou de confrontation avec la Chine, mais de reconnaître des points de désaccord avec la Chine, de les aborder de manière directe, dans un dialogue direct avec la Chine. Et ça, je pense qu'on l'a vraiment vu avec l'équipe Biden. Il n'y a aucun sujet qui est tabou. On aborde tous les sujets. Et l'un des gros sujets qui préoccupe le plus les États-Unis par rapport à la Chine, c'est les questions technologiques. C'est vraiment le sujet numéro 1 de préoccupation aujourd'hui pour Washington. On le voit d'ailleurs, cette question est déclinée à tous les niveaux des départements et de la Maison-Blanche aujourd'hui, que ce soit au département de la Défense, au département d'État américain, à la Maison-Blanche. La compétition technologique est vraiment considérée comme la première urgence dans la relation avec la Chine, et ce, d'autant plus que, et je m'arrêterai là, qu'il y a toujours cette préoccupation que la maîtrise de certaines technologies, notamment des technologies de pointe, puisse basculer dans le domaine militaire et être ensuite utilisée à des fins militaires, et donc mener potentiellement à une confrontation militaire avec les États-Unis, que ce soit dans la mer de Chine ou autour du détroit de Taïwan. Donc c'est vraiment cet effet de bascule, ce risque de bascule de la maîtrise technologique dans le champ militaire qui aujourd'hui est une grande préoccupation pour Washington. C'est vraiment la première priorité. Est-ce que je peux demander une question à M. Lepine? Allez-y. OK, oui. Quand la Chine parle avec vous du Québec, qu'est-ce qui les intéresse du Québec? Qu'est-ce qu'ils veulent du Québec? C'est vraiment intéressant. Et c'est intéressant, puis en même temps, c'est un peu contradictoire. C'est qu'ils s'intéressent énormément aux technologies de pointe, les plus fines qu'on puisse offrir en particulier. Et ça, on a un enjeu qu'Alexandra vient de décrire, c'est-à-dire que nos gouvernements, le gouvernement canadien en particulier, est extrêmement frileux sur les transferts de technologies de pointe et qui pourraient être utilisés à des fins militaires. Alors, c'est un problème majeur dans nos exportations. Il faut, d'autant plus que ces processus-là sont extrêmement secrets. On n'explique souvent pas pourquoi on interdit la vente de X produits à telle compagnie. Donc, ça, c'est une préoccupation. Mais la Chine aussi, si vous parlez de commerce en général, c'est une classe moyenne de 400 millions d'individus qui veulent bien manger, bien respirer, les préoccupations de la Chine dans le domaine de l'environnement, c'est pas innocent. Hein? C'est une pression qui vient de leur population. Les Chinois doivent résoudre ce problème-là. Et puis, comme ils veulent le résoudre sérieusement, ils veulent le résoudre à l'échelle parlementaire. C'est probablement un des rares secteurs où les Chinois sont en mode de coopération dans ce domaine-là, dans la mesure où c'est vraiment un enjeu global. Là, on l'a dit depuis le début. Et donc, dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer de la qualité de vie, autant la culture québécoise que la musique, que la créativité québécoise dans le domaine du divertissement, la qualité des produits agroalimentaires. Donc, c'est immense les intérêts de la Chine, même par rapport à un pays relativement petit comme le Canada ou le Québec. Voilà. Mais c'est sûr que une des grandes priorités, c'est la priorité stratégique. Quand j'ai dit tout à l'heure, en 2020, les Chinois sont devenus les plus grands acquéreurs d'entreprises étrangères passant devant les États-Unis. Et si vous regardez les acquisitions qui se font, 3/4 des acquisitions sont dans des secteurs extrêmement stratégiques sur le plan technologique. Excellent, merci. Écoutez, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des questions. Je me tourne maintenant vers du public. Vous êtes plus de 200, 250 inscrits à ce panel. Nous sommes très fiers. On vous remercie énormément. La première question, et je laisse les panélistes le choix d'interagir ou pas avec la question. Elle n'est pas dirigée. En visite en Iran, le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré que la Chine enverrait des vaccins à l'Iran une fois que l'Iran aura souscrit aux conditions qui accompagnent l'offre d'un investissement de 400 milliards sur 25 ans.
ne faut-il pas voir en cela la nouvelle façon de faire de la Chine au niveau international? Alors, je vous lance la question et il est presque 10h15, quelque peu dépassé. On termine dans une quinzaine de minutes. Alors, si vous avez quelques réponses rapides de cette première question. Ben, encore une fois, rapidement, je n'abuserai pas. La Chine, je pense qu'on a beaucoup parlé des valeurs de la Chine et des stratégies de la Chine. Je pense que c'est pas la première fois dans le monde qu'on voit des aides qui sont conditionnelles, n'est-ce pas? Je pense que les grandes puissances occidentales ont fait de l'aide conditionnelle pendant des décennies. Donc, c'est un comportement humain et politique, j'imagine, malheureusement normal. Puis juste pour mentionner, ça c'est un bon exemple de où est-ce que l'Inde peut être très utile. Parce que l'Inde et l'Iran ont des relations qui datent des longtemps. Puis si l'Inde peut produire les vaccins nécessaires, puis maintenant, il y a un peu un constraint parce qu'il y avait les matières pour produire les vaccins qui venaient des États-Unis. Puis Biden a mis le Defense Production Act pour limiter l'export de ces matières. Puis c'est un des raisons qu'il y avait une crise en Inde. Mais là, il a monté les barrières. Là, ils peuvent avoir beaucoup plus d'accès. Les Indiens peuvent avoir beaucoup plus d'accès aux matières pour créer les vaccins. Puis si l'Inde peut créer assez de vaccins, puis il parle de produire comme 100 millions par mois, ils peuvent le donner aux pays comme l'Iran, puis ils veulent le donner aux pays comme l'Iran pour créer ces liens qui peuvent être utiles dans les autres cadres, mais aussi pour montrer c'est quoi l'Inde dans l'enjeu global. Alors, c'est voir qu'est-ce qui se passe en Inde, c'est très important. En ce moment aussi, il y a une crise politique domestique, mais j'imagine que ça va se régler. Mais qu'est-ce qui se passe dans des choses comme ça, dans les parties du monde comme l'Iran, où est-ce que c'est très difficile pour l'Occident de s'engager? L'Inde devient très important comme membre d'une alliance un petit peu plus diverse. Ben, je passe à la prochaine question. D'accord. Je passe à la prochaine question du public. Dans quelle position la dynamique entre les grandes puissances atlantiques et pacifiques place-t-elle le Canada? Que devrait-il faire? Alors, peut-être, je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais pas, levez vos mains ou indiquez-moi si vous avez un élément de réponse à ce niveau-là. Plus largement, j'aurais envie de dire aussi dans quelle position ça place l'Union européenne, d'une certaine façon, s'il y a une transition d'ordre international, mais... Sur le Canada, je laisserai sans doute Jean-François et Cléo répondre, mais c'est vrai que d'un point de vue européen, le Canada est un allié très proche sur une multitude de sujets. Et d'ailleurs, je ne vais pas révéler tous les résultats, mais le German Marshall Fund conduit chaque année un sondage auprès des opinions publiques européennes, américaines et canadiennes sur comment ils perçoivent l'état de leurs alliances respectives, comment ils perçoivent la puissance des autres pays, comment ils perçoivent aussi la fiabilité des partenariats. Et ce qui est extrêmement intéressant cette année, c'est que le Canada est perçu de manière quasi unanime par une dizaine de pays de l'Union européenne et les États-Unis comme étant le partenaire le plus fiable. Donc sur tous les sujets. Donc je pense que c'est vraiment une image très positive que les Européens et les États-Unis portent envers le Canada. Et après, pour ce qui est de la perception de l'Union européenne aujourd'hui par les États-Unis, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le premier déplacement du secrétaire d'État américain Tony Blinken s'est fait à Bruxelles, donc pour rencontrer les responsables de l'OTAN, pour rencontrer les responsables de l'Union européenne, et que le premier déplacement physique du président Biden, ce sera aussi en Europe, y compris à Bruxelles, pour le sommet de l'OTAN et pour le sommet US-Union européenne. Donc ce que je vois
encore plus qu'à l'ère Obama. Obama n'était pas le président européen en fait qu'on avait un peu imaginé et un peu exagéré au début de sa présidence, mais Biden, c'est véritablement un président américain qui donne à l'Union européenne, aux institutions situées à Bruxelles, à l'OTAN, à l'Union européenne, un vrai rôle dans cette relation transatlantique. Mais encore une fois, et c'est là où la Chine est omniprésente dans cette relation transatlantique, l'OTAN, l'Union européenne sont perçus aussi d'un point de vue washingtonien comme des organisations importantes pour peser dans cette relation avec la Chine. Et quand on parlait de ce transrégional entre les institutions atlantiques transpacifiques, l'OTAN est un parfait exemple où on voit Washington de plus en plus mettre au cœur de l'agenda otanien des discussions sur la Chine, sur l'Indo-Pacifique. Donc on voit à quel point je dirais, les frontières finalement deviennent de plus en plus perméables sous l'impulsion américaine qui nous incite, nous, Européens, de plus en plus à traiter la question de la Chine au sein des cercles européens et au sein du cercle otanien. Monsieur Lépine, Madame Ouais, Pascal? je vais rajouter quelque chose d'extrêmement simple. Encore une fois, je pense qu'on a vu d'ici, en tout cas en étant en Chine, on a vraiment l'impression que le Canada, qui est dans une attitude de l'opinion publique canadienne, l'opinion des membres du Parlement canadien, tellement négative face à la Chine qu'on oublie de considérer la question de façon rationnelle et de se dire quel sera l'avenir de notre relation avec ce pays-là, qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de la politique étrangère d'un pays comme le Canada. Et on a vu à quel point sa politique étrangère a été critiquée dans le monde dans le passé. Le Canada a perdu beaucoup de l'importance qu'il avait dans le monde pour des raisons, à mon avis, d'incohérence de politique dans le passé. Je pense que la politique étrangère canadienne doit vraiment se réinventer et voir cette évolution-là et s'adapter à cette évolution-là. Il y a des choses qui sont positives, comme la présidence, la participation du Canada à la Banque asiatique formée par la Chine, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Le Canada fait partie du fameux traité transpacifique. Il y a des choses intéressantes qui se passent, mais je pense qu'il y a une stratégie là à développer beaucoup plus globale. C'est pas parce qu'on est un pays moins peuplé que les États-Unis, moins riche que les États-Unis ou l'Europe pris globalement, qu'on ne peut pas avoir une politique étrangère ferme, cohérente. On le voit dans beaucoup de petits pays dans le monde, comme les pays scandinaves, entre autres. Ouais. Puis juste pour dire que des fois, on voit comment, si un gouvernement est agile puis comprend la situation dans une crise, puis on voit avec la situation en Inde maintenant, le Canada est nulle part. Il vraiment pas, il n'a pas vraiment aidé, il n'a pas vraiment même dit, ça nous cause de la peine. On n'est pas là. Puis les autres pays qui sont beaucoup plus actifs, puis comprennent la situation beaucoup mieux. La France, par exemple, la France, en fait, il est un pays de l'Indo-Pacifique. Il y a des territoires de la France dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, et des bases militaires et beaucoup d'engagements économiques. Puis ils comprennent la région très bien. Ils sont engagés avec l'Inde depuis les années 50. Puis eux, ils étaient très, très vite à comprendre la situation en Inde, puis à offrir de l'aide. Puis ils ont mentionné ça sur les nouvelles chaque soir, c'est qui aide pas en Inde. Puis la France était très haut dans la liste. Puis quand ils mentionnent la France, par exemple, ils mentionnent toutes les autres bonnes choses que la France a faites envers l'Inde. Par exemple, avec les tests nucléaires, c'était la France qui ne nous a pas causé de la peine. C'est des choses comme ça. Puis si tu fais quelque chose de négatif, ils mentionnent toutes les choses négatives que tu as faites dans les dernières 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans l'Asie, la mémoire est très longue. Puis le Canada, on n'a pas fait beaucoup de choses positives à mentionner. Puis en fait, on n'est pas tellement engagé dans les pays stratégiques d'une manière qu'un pays du Five Eyes, en fait, devrait l'être. Excellent. Écoutez, il me revient maintenant, à presque 10h30, de remercier nos panélistes.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, les 250 inscrits. Je vous invite à revenir demain à 9 h pour la grande entrevue avec l'économiste Gabriel Zucman autour de son dernier ouvrage, Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie. Ça promet. Et à 11 h pour le panel étudiant, en vous inscrivant évidemment sur le site web du Forum Saint-Laurent, fsl.québec. J'en profite enfin pour remercier nos partenaires du Forum Saint-Laurent, le Réseau d'analyse stratégique, le Conseil des relations internationales de Montréal, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Alors, un tout grand merci aux 3 panélistes de ce matin pour vos propos éclairants, vos arguments et votre disponibilité. Et un tout grand merci à vous de vous être déplacés, ne serait-ce que virtuellement, pour assister à ce premier panel en virtuel du Forum Saint-Laurent 2021. Merci à vous.